Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Allez, 8h17, c'est l'heure du petit déjeuner politique avec notre invité Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur de Vendée et conseiller de Valérie Pécresse. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Patrick Roger. La campagne des Républicains et Valérie Pécresse. Emmanuel Macron veut-il éviter le débat, la polémique, l'archer, la Corse, l'autonomie proposée par Darmanin, la guerre en Ukraine? Autant de questions que nous allons aborder. Mais à 26 jours quand même de la présidentielle, ça semble toujours un peu patiné pour Valérie Pécresse. Pardonnez-moi l'expression. Mais alors évidemment, pour l'instant, ce ne sont que des intentions de vote. 11% d'après notre rolling, mais tout de même. Et illustration des difficultés, le sénateur de votre groupe, Sébastien Meurant, a annoncé hier son soutien à Éric Zemmour. Il explique que nombre de militants LR pensent qu'il est celui qui incarne le mieux les idées gaullistes. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui dis que c'est... D'abord, c'est un électron libre. Moi, je le regrette. Simplement, évidemment, un groupe politique, c'est pas une auberge espagnole. Ouais. Il y a une cohérence, il y a une clarté. C'est une clarté, la politique. Donc, de fait, il s'auto-exclut de notre groupe. Vous savez, 150 Il s'auto-exclut ou vous l'excluez, vous? Il s'auto-exclut, tout simplement, parce que la politique, encore une fois, c'est une cohérence. Et je reviens sur la campagne. C'est pas la campagne de Valérie Pécresse qui patine, c'est la campagne tout court. C'est une campagne qui est empêchée. On le voit bien avec Emmanuel Macron. Il refuse les débats. Il nous promet un débat, un grand débat permanent. Mais je lui dis, mais attendez, monsieur le président de la République, monsieur le candidat d'ailleurs, les débats en démocratie, c'est avant l'élection, c'est pas après. Il refuse les débats, sauf d'ailleurs devant des salles où les participants sont soigneusement choisis et où ils ont au préalable des fiches pour les questions qui sont rédigées d'avance. Et puis il méprise aussi le code électoral. C'est-à-dire ? Tout simplement parce que dans ces clips, il utilise par exemple le cadre de l'Élysée, il tourne ses clips de propagande électorale depuis l'Élysée. Il utilise ses comptes, ce sont des clips de propagande, vous dites quoi? Comptes Twitter, ses comptes Twitter de la présidence. Il s'est fait taper sur les doigts et il a distribué pour 40 milliards d'euros depuis le mois de septembre à tout va. C'est-à-dire que il a le droit d'être candidat, mais pas aux frais de l'État. Oui, mais il peut continuer de diriger. C'est ça, les 40 milliards dont vous faites. Je ne sais pas, le chiffre est un peu élevé, mais en tout cas. Non, c'est un chiffre que nous avons calculé au Sénat de façon très sérieuse depuis l'été dernier. 40 milliards, c'est l'élection présidentielle qui aura coûté le plus cher aux Français. Non, on ne doit pas, quelle que soit l'élection, municipale, départementale, régionale ou parlementaire, un candidat ne peut pas utiliser les moyens publics pour faire campagne. C'est interdit. Et lui le fait. Et finalement, personne ne dit rien. Moi, je pense que c'est important, une campagne. Une campagne, c'est le débat. Et une élection sans débat, c'est un élu ensuite qui sera un élu sans mandat et un quinquennat qui sera terriblement... Alors s'il n'est pas présent dans le débat, Bruno Retailleau, Valérie Pécresse peut être quand même présente et occuper la scène. Elle le fait. Elle le fait. Bah oui, mais elle le fait. Pourquoi ça patine, y compris donc au sein de vos dans vos rangs, on ne sent pas de motivation, d'enthousiasme. J'étais encore à ses côtés hier. Elle va présenter, par exemple, elle a présenté pour Territoire Humide, vous savez, l'association des maires de France, département de France, région de France. Elle va présenter le projet de décentralisation le plus abouti qu'on ait jamais fait depuis 40 ans. On fête cette année l'anniversaire de la décentralisation avec Gaston Defferre. Elle le fait, elle propose, d'ailleurs à tel point que souvent Emmanuel Macron repique ses idées sur la retraite à 60 ans, qu'il n'a pas fait d'ailleurs depuis... La retraite à 65 ans. À 65 ans, pardon. Oui, vous avez dit à 60 ans. Donc c'est un lapsus, 60... vous voulez la retraite à 60 ans? Non, c'est Marine Le Pen qui veut la retraite à 60 ans. Et je ne soutiens pas justement ce genre de démagogie. Mais Emmanuel Macron, c'est le seul président de la République, vous aurez observé depuis 30 ans, qui n'est rien fait en matière de réforme des retraites. Même François Hollande, avec Marisol Touraine, avait fait. Bon, il a peut-être eu des circonstances exceptionnelles, non? Avec le Covid. Non, parce qu'il nous avait inventé un système à gaz, une usine à gaz. Il avait même reconnu, contrairement à ce qu'il a dit sur TF1 lundi soir, il avait même reconnu que c'était sans doute compliqué, que personne n'y comprenait rien. Moi, je pense que lui-même n'y avait rien compris. Et on avait décelé d'ailleurs au Sénat des graves injustices vis-à-vis des femmes. Oui, à propos de compréhension, justement, on ne comprend pas non plus la ligne très claire aussi justement qui n'est pas claire de Valérie Pécresse, quoi, sur ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle a du mal aussi à se frayer un chemin véritablement? Vous avez dit que Emmanuel Macron reprend des idées peut-être de la droite. Alors entre Emmanuel Macron et puis de l'autre côté Éric Zemmour et Marine Le Pen, est-ce qu'elle réussit à trouver sa voie? Moi, je pense que c'est très clair. Regardez la lutte contre l'islamisme. Le Sénat a voté l'interdiction du voile pour les hijabeuses sur les terrains de sport. On l'a voté. La majorité d'Emmanuel Macron a refusé. Il n'y avait plus personne. Il y a des grands discours
sur l'islamisme, sur l'islam politique, mais quand il y a besoin d'actes, il n'y a plus personne. Elle, comme présidente de région, elle a interdit le burkini dans les piscines, dans les lieux de baignade en Ile-de-France. Elle fait les choses. En matière de justice qu'en matière de sécurité, son projet est sans doute le projet de rupture qui soit le plus fort depuis ces dernières années. Sur beaucoup de choses, la retraite bien sûr à 65 ans, et on va modifier la Constitution, elle donnera la parole aux Français. Il y aura un référendum, si elle est élue présidente de la République, à l'automne prochain, pour que enfin les Français puissent décider de la politique migratoire de la France. Parce qu'avec Emmanuel Macron, c'est plus d'1,5 million de migrants supplémentaires dans un quinquennat sur le sol français. On va parler des réfugiés dans un instant. Quand même, et cette petite phrase aussi de Gérard Larcher, votre président au Sénat, est-ce que vous êtes d'accord quand il accuse Emmanuel Macron d'enjamber la présidentielle, ce que vous venez de dire tout à l'heure, mais du coup il pose lui carrément un éventuel problème de légitimité si Emmanuel Macron était réélu sans débat. Mais c'est ce que je dis. Ce sont les Français qui ont les cartes entre les... Bien sûr, il n'a jamais dit que c'est l'élection qui serait illégitime. Que dit-il? C'est que une campagne sans débat, une élection sans débat, c'est ensuite un quinquennat amoindri. Parce que l'action et la légitimité des choix du président de la République seront en cause. Pourquoi? Parce qu'une élection, une campagne, ça sert à passer un pacte entre la nation, le peuple et celui ou celle qui va le diriger. S'il n'y a pas ce débat sur les grands choix, comment voulez-vous avoir la puissance, la légitimité pour réformer ensuite la France? Qu'est-ce que vous entendez par débat? Puisque finalement le chef de l'État va s'exprimer, là il fait une conférence de presse et puis ensuite vous avez la parole pour Valérie Pécresse et puis les autres. C'est quoi le débat? Un débat, c'est une controverse. Un débat, c'est le moment où on échange, y compris avec ses adversaires politiques. C'est ça la démocratie. Mais un débat à 8, à 12 ou à 6, c'est pas possible. Mais attendez, j'ai fait la campagne au côté de François Fillon. Souvenez-vous, il y a eu plusieurs débats. Quand vous n'avez pas de contradicteur, alors lui, il nous dit, mais on va faire un débat avec les Français. Il va à Poissy, il y a 250 personnes, triées sur le volet, avec des fiches, des questions rédigées. Vous croyez que c'est un débat? Le problème, c'est que c'est un mépris pour les Français. Il enjambe la présidentielle, mais il passe tout par-dessus la jambe. Et c'est franchement un mépris, une arrogance. Il se croit déjà élu. Est-ce que le peuple français, qui est un grand peuple politique, va tolérer ce président de la République, dont le roi n'est plus son cousin, c'est Jupiter, qui ne veut plus descendre de l'Olympe? Est-ce que le peuple français va se dire, mais c'est quand même pas possible? Bon, c'est votre adversaire, en fait, Emmanuel Macron. Mais si Marine Le Pen est en face de lui au second tour, alors qu'est-ce que vous ferez? Emmanuel Macron sera toujours votre adversaire ou pas? Ce sera Valérie Pécresse. Il y a toujours... Bon, ça c'est votre avis, mais si c'était Marine Le Pen... Avis. Écoutez, les sondages. Il y a un an et demi, j'étais aussi dans une élection régionale en Pays de la Loire. On nous donnait battus. La droite était donnée par les sondeurs battus. Et on a gagné largement. Ils se sont trompés de plus de 10 points. Tout est encore possible. Pourquoi? Parce que les Français, avec la guerre en Ukraine, ne sont pas encore entrés dans la campagne électorale et les choix vont se cristalliser d'ici 15 jours. Bon, les sondages peuvent se tromper. François-Xavier Bellamy était donné plus haut, il a terminé plus bas. Donc ça peut aller dans tous les sens. Exactement. Donc moi, je ne veux pas hypothéquer l'avenir et je fais campagne et je crois en la candidate et en son projet qui est un bon projet pour la France. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Gérald Darmanin sur la Corse qui s'y rend en fait aujourd'hui? Il évoque la possibilité de l'autonomie en fait de l'île afin d'éteindre un peu l'incendie aujourd'hui. C'est incroyable. On ne négocie pas le pistolet sur la tempe. On ne peut pas proposer l'autonomie alors qu'il y a des émeutes, alors que on accuse l'État d'un crime. Bien sûr qu'il y a une faute de l'État, grave. Pour ce qui s'est passé pour Yvan Colonna avec cette tentative d'homicide, d'assassinat. Mais très franchement, c'est un chantage qu'on accepte et proposer cette autonomie en pleine violence, c'est quelque part légitimer la violence. Je l'ai vécu moi à Notre-Dame-des-Landes. Et je pense que ce pouvoir, ce gouvernement et surtout ce président de la République a un vrai problème d'autorité. Avec l'autorité. On a cédé à Notre-Dame-des-Landes avec les plus violents, avec l'ultra-violence. Donc là, on cède à la violence, c'est ce que vous voulez dire. Mais bien sûr, on négocie, mais après, on exige d'abord l'arrêt des violences et puis ensuite on négocie, mais on ne se rend pas. Après, c'est ce qu'il dit, il faudra qu'il y ait des conditions réunies, quoi. Et d'ailleurs, il évoque aussi la réélection d'Emmanuel Macron. Mais bien sûr que non. Mais j'espère simplement qu'Emmanuel Macron ne va pas sacrifier l'unité nationale sur l'autel de ses petits intérêts électoraux. J'espère que non, mais ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas. Vous vous rendez compte que ces derniers jours, il y a des dizaines et des dizaines de policiers, sans doute plus de 60 ou de 70, qui ont été blessés. Ils ont été
asperger d'essence. On a voulu ensuite les incendier, les brûler, une fois que l'essence a été lancée. C'est pas tolérable. Comment se fait-il qu'un ministre de l'Intérieur, qui est garant d'autorité, qui est garant de l'ordre public, se rende alors même qu'il ne fait pas un préalable de l'arrêt de ces violences, tout en annonçant au préalable cette possibilité d'une autonomie. La Corse est déjà largement autonome. Et sur le fond, oui, c'est ça. Vous êtes plus ou moins d'accord avec moi, je suis des questions d'autonomie? Je suis décentralisateur. Oui. Il y a déjà, vous savez que la Corse bénéficie d'un statut particulier par rapport aux autres collectivités territoriales de l'Hexagone, française notamment. Donc on peut bien sûr aménager, et moi je suis pour la différenciation des territoires. On ne gère pas les Pays de la Loire, on va gérer par exemple la Corse. Ce que j'observe... certaines régions vont demander en fait une forme d'autonomie peut-être aussi à terme. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut faire très attention. Et je vois bien quel que veulent les nationalistes. Pour eux, les nationalistes, l'autonomie, c'est une marche, une étape vers ensuite l'indépendance. Et ils veulent l'indépendance, mais ils veulent aussi l'argent des Français. Vous voyez, ils veulent toutes les aides de la France, mais sans la France, sans avoir à rendre compte. Non, et puis en plus, la Corse est dirigée déjà par un autonomiste, mais avec quel résultat? S'interroge-t-on sur quel résultat? Et si on veut parler d'autonomie, c'est quoi l'autonomie? C'est reconnaître un peuple corse? Non. C'est quoi l'autonomie? C'est reconnaître ce qu'on appelle la co-officialité, c'est-à-dire que la langue corse est l'équivalent de la langue française. Non, la langue française, nous dit la Constitution, c'est la langue de la République française. Donc, à quoi joue le gouvernement? C'est peut-être aussi parce que nous sommes à quelques jours des élections. C'est ce que je vous disais. J'espère qu'Emmanuel Macron n'est pas en train de sacrifier l'unité nationale sur l'autel de ses intérêts électoraux particuliers. Bon, en même temps, Gérald Darmanin veut éteindre l'incendie à sa façon. Donc pas à n'importe quel prix. Quand on veut éteindre un incendie au moment où il y a des émeutes, on ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Oui. Beaucoup de questions autour évidemment de l'Ukraine et notamment celle des réfugiés et du droit d'asile. Il faut accueillir les réfugiés ukrainiens sans condition? Comment? Il faut les accueillir. Vous savez qu'en Vendée, on a une tradition justement de lien avec l'Ukraine. Plusieurs cars sont allés à Lviv et ont transporté des réfugiés. Vous savez que dans ces cars, il y a quasiment exclusivement des femmes et leurs enfants. Les maris, les hommes sont restés pour lutter. Elles ont qu'une envie d'ailleurs, c'est que le séjour soit le plus court possible pour revenir ensuite sur leur terre natale, sur leur terre nationale. C'est ça. Et nous avons le devoir de les accueillir et c'est ce que nous faisons actuellement. D'ailleurs, l'Europe, j'observe, a réservé un statut particulier au-delà du droit d'asile en accordant une protection temporaire de 3 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formalité particulière. Et je pense que... Donc finalement, il y a 2 types de réfugiés, si je vous écoute bien. Il y a donc les réfugiés ukrainiens et puis il y a les autres aussi, alors non ? En tout cas, pour les réfugiés ukrainiens, c'est le cœur de l'Europe, c'est notre civilisation et on voit bien que l'Europe a donné des conditions particulières. Oui, il faut l'accepter, bien sûr. Vous savez, le droit d'asile, par ailleurs, si c'est la question que vous me posez, a été totalement dévoyé. Vous savez que le droit d'asile est devenu désormais une filière de l'immigration illégale. Donc ça, non, c'est pas possible. Vous vous souvenez que parmi le flux des soi-disant réfugiés syriens, il y a eu ceux qui s'y sont mêlés dans ce flux, qui s'y sont cachés pour ensuite faire les attentats en 2015 en France. Donc il faut faire très attention. On est dans le cadre vraiment de l'Ukraine sur quelque chose de très très différent. Où encore une fois, ce sont des femmes et des enfants. On doit leur tendre la main. Oui. Et du côté des négociations, Emmanuel Macron donc on a mené en fait un certain nombre avec des discussions directes avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'il a bien agi jusqu'à présent? Pour quel résultat? C'est toujours pareil avec Emmanuel Macron, c'est la mise en scène. Moi, je veux bien qu'il apparaisse en sweatshirt de commando de marine, avec des photos de l'Élysée où on le montre avec une barbe 3 jours, soigneusement mise en scène. Mais ça ne marche pas sur le plan international. Pas plus que ça avait marché avec l'Iran. Vous vous souvenez, en marge du sommet de Biarritz en 2019, il avait fait venir le dirigeant iranien, le ministre des Affaires étrangères, au moment de la crise avec l'Iran. Qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Qu'est-ce que là, ça a donné? Pas de résultat. Je pense que la communication avec lui prend le pas sur le reste. Ouais. Et en matière de diplomatie, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous pensez que Valérie Pécresse ferait mieux? Elle n'aurait pas de peine à faire mieux, je pense. Et dans tous les cas, elle n'a pas le contact direct avec Vladimir Poutine. C'est peut-être pour ça que, d'ailleurs, Emmanuel Macron est renforcé dans les intentions de vote, parce qu'on se dit qu'il a le contact direct aujourd'hui. Elle n'est pas président de la République, Valérie Pécresse. Mais pour quel résultat? Regardez sur l'Europe. On allait voir il est président de l'Europe, la défense européenne. Et alors, les Allemands sont en train d'acheter des F-35, des avions américains. Quel est le résultat
Peut-on me dire quel est le résultat du sommet européen de Versailles qui s'est déroulé il y a quelques jours, jeudi et vendredi? Là, il n'y a pas eu vraiment de communication triomphaliste, évidemment. Donc, qu'il discute avec M. Poutine, bien sûr, parce que la diplomatie, c'est la recherche de la paix. Mais ce que je vois, c'est que cette mise en scène, je pense, nuit à l'efficacité de son action. Et M. Zelensky lui-même a demandé à un autre dirigeant, qui s'appelle Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, d'organiser un sommet russo-ukrainien, non pas à Paris, mais à Jérusalem. Un dernier mot, parce que demain, Emmanuel Macron va présenter son programme en conférence de presse à Aubervilliers. Hein. On connaît déjà quelques contours. Il y a notamment aussi la nouvelle mesure envisagée sur le versement du RSA qui serait conditionné. Pourquoi ça vous fait sourire? Ça me fait sourire parce que on a proposé avec Valérie Pécresse il y a quelques semaines que en contrepartie du RSA, il y ait 15 heures de travaux qui soient effectués parce que nous voulons une société pas seulement des droits, mais aussi et de l'assistanat, mais surtout une société du devoir. Et Emmanuel Macron, qui a repris par exemple l'idée de la retraite à 65 ans, il vous pique toutes vos idées alors finalement. Il est en train de vous siphonner. Il y a une forme, il y a une forme de légèreté, vous voyez. Il y a une forme de légèreté. Mais quel crédit peut-on donner à ce président de la République qui est en train de promettre tout ce qu'il n'a pas fait depuis 5 ans? C'est ça la question, c'est une question de la confiance. C'est le moment de la campagne, c'est le moment de la grande explication sur son bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français doivent se poser la question? Est-ce qu'ils sont plus prospères, plus riches? Est-ce que la France est plus forte? Est-ce qu'il y a plus ou moins d'insécurité aujourd'hui? Non, la France va moins bien qu'il y a 5 ans. Merci Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président du groupe LR au Sénat et conseiller de Valérie Pécresse. Et vous l'avez dit tout à l'heure pour Sébastien Meurant, donc il s'auto-exclut. Hein, c'est ça, ce n'est pas vous qui l'excluez directement, mais lui. La politique... sauf que quand on est auto-exclu, alors il ne fait plus partie ou... Non, bien sûr que non. Bon. Je veux dire que ceux qui voudraient soutenir premier tour un autre candidat que notre candidate, évidemment, s'auto-excluent, quel que soit d'ailleurs le candidat qu'ils veulent soutenir. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Allez, à suivre dans quelques instants leur revue de presse. C'est hashtag on en parle avec Benjamin Glaise, Sud Radio. Il est 8h34. 5h-10h, le grand matin Sud Radio.